Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart et pour une vidéo qui s'inscrit dans une série Pensez avec Marx aujourd'hui, une série de papiers que vous pouvez retrouver sur notre site. L'écologie est-elle pensable avec Marx, sans Marx? Peut-on être écologiste sans être marxiste, anticapitaliste? C'est un peu les grandes questions qu'on va se poser aujourd'hui avec deux invités. Razmik Kecheyan, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, et Fabrice Flippo, qui est professeur à l'Institut Mines Télécom à Paris. Donc bienvenue à tous les deux et je commence par vous, Razmik Kecheyan, d'abord sur Marx lui-même, parce que même si on cherche à penser sa postérité dans notre série, là pour le coup c'est intéressant de revenir à l'œuvre même, parce qu'il y a une controverse. Au fond, est-ce qu'on trouve une écologie ou un début d'écologie chez Marx? Un certain nombre d'auteurs ont exhumé des passages, des citations pour défendre qu'il y a le début d'une conscience écologiste chez Marx. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic et quels sont les meilleurs exemples de ce début d'écologie dans l'œuvre de Marx? Marx est certainement un penseur du 19e siècle et comme tout penseur, il doit être situé dans son siècle et bon, à ce titre, il y a certainement des éléments productivistes chez Marx. Personne ne va le nier, il y a des textes qu'on peut citer abondamment qui montrent que Marx était confiant dans le fait que les forces productives allaient se développer et que le progrès humain allait d'une certaine manière découler automatiquement de ce développement des forces productives. Mais en même temps, comme dans toute grande œuvre, il y a chez Marx aussi des choses qui vont dans le sens contraire, quoi. Et une claire conscience, je pense, également chez Marx, du fait que le capitalisme sous sa forme industrielle en particulier, eh bien, a pour condition de possibilité la surexploitation, non seulement du travail, mais la surexploitation de la nature. Et ça, on le trouve également dans des textes de Marx assez clairement, à la fois des textes du jeune Marx, mais aussi des textes du Marx plus tardif. Il y a un concept notamment qui a été exhumé et développé par un marxiste écologique américain, John Bellamy Foster, qui est le concept de métabolisme, qui est de la manière dont Marx réfléchit au rapport entre la société et la nature. Et il constate qu'au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, se déroule ce qu'il appelle une rupture du métabolisme, c'est-à-dire du lien entre la société et la nature, c'est-à-dire une surexploitation croissante de la nature par le capitalisme qui conduit aux pollutions, qui conduit aux dévastations de la nature, et également progressivement à l'effondrement de la biodiversité. Je vous interromps une seconde. Il me semble que pour faire cette critique-là et pour parler de cette notion, Marx s'inspire d'un chimiste qui s'appelle Liebig. Absolument. Et ce qui indique quand même qu'il y avait une vraie curiosité en bon matérialiste pour la littérature scientifique de son temps sur ces questions-là. Certainement. Marx est quelqu'un qui a beaucoup lu ses adversaires. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu les penseurs bourgeois, appelons-les comme ça, qui soient des penseurs philosophes, écrivains, mais aussi des scientifiques. Et en l'occurrence, Justus von Liebig que vous évoquez, eh bien, c'est un chimiste. C'est l'un des premiers à avoir pensé la manière dont on pouvait augmenter la productivité des terres par l'entremise d'engrais et de fertilisants chimiques. Et donc, c'est véritablement quelqu'un qui va théoriser, von Liebig, la manière dont on va intervenir dans la nature, délibérément, de sorte à en augmenter la productivité, et ça va évidemment donner lieu à toutes sortes de pollutions catastrophiques dont on voit les résultats aujourd'hui. Donc ça, c'est très présent chez Marx. Encore une fois, c'est pas du tout pour nier le fait qu'il y a aussi chez Marx des penchants productivistes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir par la suite. Mais comme dans toute grande œuvre, chez Marx, il y a des éléments contradictoires, complexes. On peut avoir conscience d'un phénomène et en même temps savoir aussi que à mesure que le temps va passer, eh bien, un phénomène contraire, contradictoire, va prendre de l'importance. Et je crois que c'est très vrai chez Marx. Fabrice Flippo, je vous laisse réagir là-dessus. En préparant un peu cette émission, vous m'écriviez que, évidemment, qu'on peut trouver quelques citations, quelques remarques à tonalité écologiste chez Marx, mais selon vous, c'est resté très périphérique dans son œuvre et au fond, vous ne considérez pas que ça vaut le coup d'en faire tout un flanc, si je parle un peu trivialement. Oui, enfin déjà l'expression productiviste n'est pas du 19e siècle, hein, c'est un premier point, je pense, qui est intéressant de souligner. L'expression productiviste, disons, est construite au 20e siècle, et principalement, elle vient des écologistes qui s'étonnent de voir les marxistes et les socialistes défendre avec autant d'acharnement l'accumulation qui, pour eux, est un trait principal du capitalisme. Donc bon, on pourra revenir sur cet aspect-là, mais c'est comme ça que le terme se construit quand même, hein, avec ce fameux désaccord effectivement sur les forces productives.
Mais quand on regarde le texte de Marx, au XIXe siècle, donc il y a effectivement ce concept de métabolisme, il y a effectivement cette idée de rupture du métabolisme, il y a effectivement cet appel à Liebig, mais pourquoi faire? Et la lecture qui me semble qu'on peut en faire, c'est qu'il fait appel à Liebig. Liebig donne des moyens de surmonter ce problème de rupture de métabolisme, justement en faisant appel au pouvoir de la chimie, et qui, me semble-t-il, sont... en même temps, c'est assez difficile, parce que, comme c'est des tout petits points dans l'œuvre, on est obligé, me semble-t-il, quand même de surinterpréter beaucoup ce que Marx a voulu dire au travers de ces points précis, et alors que le matériau empirique est quand même relativement ténu. Donc moi, ma position, ça serait plutôt de dire quand même que, au-delà de la liste de citations qui est connue, je pense, John Bellamy Foster fait la liste, on va dire. Surtout, c'est pas le problème de Marx, quoi. Le problème de Marx, c'est principalement un problème d'exploitation du travail, d'exploitation de la force de travail, disons, de paupérisation d'une partie croissante de la population par la transformation des agriculteurs en ouvriers, mais c'est un processus qui globalement est vu comme étant plutôt positif, c'est ce qu'on voit principalement dans le manifeste, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de transformations du régime économique qui détruit complètement les sociétés traditionnelles, et c'est très bien. Dans l'esprit de Marx, je veux dire, c'est très bien, parce que le régime capitaliste est avant tout un régime de progrès par rapport à tous les régimes par rapport antérieurs. aux sociétés féodales. Exactement, voilà. Donc Marx voit quand même quelques aspects négatifs au capitalisme, tu serais d'accord avec ça? Il y a quand même quelques aspects négatifs au capitalisme. Oui, mais c'est le thème de la ruse de l'histoire. C'est-à-dire que les capitalistes font l'histoire sans le savoir, en quelque sorte. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'ils exploitent ce que je viens de dire. L'exploitation du travail, c'est pas un thème très positif, me semble-t-il. Mais à partir de ce moment-là, l'exploitation du travail les capitalistes jouent un rôle dans l'avènement, dans la destruction des sociétés anciennes, l'avènement de nouvelles formes de régulation économique et donc politique, ces nouveaux statuts du travail, etc. Et avec donc cette ruse de l'histoire qui doit amener à l'avènement du socialisme. Donc c'est un moment de l'histoire, c'est pas la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est le socialisme. Mais le socialisme arrive à un certain moment où les forces productives sont extrêmement développées. Juste, je finis là-dessus, je pense qu'il faut développer, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette interprétation-là de Marx, au-delà, parce qu'on peut regarder le texte de Marx, mais moi j'aime bien le regarder peut-être en sociologue pour le coup, c'est-à-dire qui a lu Marx, quelles sont les lectures de Marx, quelles ont été les lectures les plus massives de Marx, et celle dont je parle, c'est celle qui a tenu un siècle pratiquement, c'est ce que Jacques Bidet appelle le marxisme classique, Poston appelle le marxisme traditionnel, c'est celui qui a été mis en œuvre théorisé par les régimes socialistes, l'écrasante majorité des régimes socialistes. Bon, moi j'ai coutume de dire que autant de lecteurs n'ont pas pu tous se tromper. Si l'aspect écologique était aussi massif, ils n'auraient pas pu l'éviter. Or, la plupart d'entre eux l'ont évité, pour des raisons qui sont explicables à mon avis. Alors, avant qu'on y vienne, on va venir sur ce point-là. Moi, je voudrais terminer quand même sur l'œuvre elle-même de Marx, puisque un de vos arguments, au-delà de l'usage qui est fait de l'œuvre, c'est de dire, au fond, il y a ce qui a beaucoup été reproché à l'œuvre de Marx, au fond, il y a, et dans le manifeste, quelque chose de téléologique, c'est-à-dire qu'on annonce une vision un peu linéaire de ce qui va se produire, avec le capitalisme qui abat l'ancienne société et qui, par ses contradictions, prépare la société future. Et avec le rôle très fort, justement, des forces productives qui doivent se développer pour permettre tout ça. Mais question pour tous les deux, et je laisserai démarrer Razmig Kecheyan, est-ce que quand même dans l'œuvre, il n'y a pas justement des évolutions? Je sais que dans notamment le marxisme tardif, l'œuvre de Marx tardive, il y a toute une réflexion sur, par exemple, les communes rurales en Russie, où tout d'un coup, qui lui font se dire, on n'est peut-être pas obligé de passer par toutes les étapes du développement pour essayer de construire une société alternative. Oui, il y a certainement cet aspect-là. Il y a une évolution qui est interne à l'œuvre de Marx elle-même, et il y a une évolution du marxisme, qui sont les continuateurs de Marx qui ont débattu de l'ensemble des contradictions également qu'on peut trouver dans l'œuvre de Marx, qui ont essayé de les tirer au clair en fonction toujours d'une conjoncture politique particulière. La raison pour laquelle aujourd'hui on redécouvre certains textes de Marx, c'est évidemment à la lumière de la critique écologique du système. Ça, tu as tout à fait raison. Si ces aspects sont passés relativement inaperçus par le passé, c'est parce que la question écologique n'était peut-être pas aussi pressante qu'elle l'est aujourd'hui. Chaque génération de marxistes redécouvre dans l'œuvre de Marx des aspects qui sont intéressants pour penser les propres problèmes qui sont
concret à l'époque considéré, quoi. On a redécouvert le jeu de Marx dans les années, à plusieurs reprises d'ailleurs, dans les années 30, puis dans les années 60, 70, etc. Ces éléments ont toujours existé dans l'œuvre de Marx, simplement on les a redécouverts parce que la critique qualitative du capitalisme dans les années 60-70, je pense à André Gortz par exemple, eh bien, étaient fondamentaux. Il était peut-être moins dans le marxisme de la Deuxième Internationale, qui est essentiellement celui auquel tu te réfères là dans la description que tu fais du marxisme. Donc je nie pas ce que tu dis, hein. Simplement il faut prendre le marxisme comme un corpus vivant. Et les générations successives de marxistes eh bien, essayent d'utiliser des éléments, des concepts, des théories venant de Marx pour comprendre véritablement des aspects concrets. Je prends peut-être un dernier exemple qui est la question de l'abondance qui est centrale chez Marx. Bon, Marx décrit le communisme comme une société d'abondance. L'abondance, on peut la décrire du côté de l'offre, donc c'est le développement des forces productives qui deviennent abondantes, etc. Mais il y a aussi, à mon avis, chez Marx, un concept d'abondance du côté de la demande, du côté de l'usage, c'est-à-dire du côté d'un principe d'auto-limitation de la consommation qui définit l'abondance relativement. Okay. Donc ce n'est pas les forces productives débridées qui un jour donnent lieu à une espèce d'avenir radieux où chacun est gavé de marchandises, etc. Évidemment pas. Au contraire, le concept de société d'abondance qui est vraiment précis, qui existe chez Marx, est un concept, si vous lisez bien les textes, qui se définit évidemment en partie du côté de l'offre, mais qui se définit également relativement, c'est-à-dire du côté de l'usage, du côté de la consommation. Et donc, à mon avis, on peut définir un concept marxiste de sobriété, par exemple. Ce n'est pas les textes de Marx sur Liebig, c'est d'autres textes. Mais on peut, à partir de certains fils qui sont présents chez Marx, définir une forme de concept marxiste de sobriété qui permet de dialoguer avec les décroissants, par exemple, avec d'autres secteurs de l'écologie politique. Et disons, on peut débattre éternellement de la lettre de ce qu'a voulu dire Marx, et c'est très intéressant, c'est important, la marxologie, ça a toujours été constitutif du marxisme. Mais à mon avis, ce qui est important aujourd'hui, c'est de partir de la situation concrète dans laquelle on se trouve, et de développer les éléments qui sont intéressants pour nous aujourd'hui. Je me permets de vous relancer quand même sur l'interpellation de Fabrice Lippot, qui dit, le marxisme dominant, que certains régimes ont prétendu appliquer, ça a donné des catastrophes écologiques. Alors comment est-ce qu'on répond à ça en disant tout ceux-là se sont trompés, ils se trompaient pas que sur cet aspect d'ailleurs, et ces régimes au fond n'étaient pas ni socialistes ni communistes. Comment on répond à cette objection-là? Il y a plusieurs éléments. Le marxisme a toujours été divers. Dès la mort de Marx, il y a un ensemble d'interprétations, de réinterprétations diverses de Marx, et des marxistes qui sont contemporains ont une vision de l'œuvre de Marx qui est très différente. Si vous prenez les marxistes des années 60-70, il y a toute une galerie de marxistes qui lisent Marx très différemment. Entre les gens qui insistent sur la dimension qualitative de sa critique, la critique du fétichisme, de la réification, et des gens qui sont plus dans la critique économique du système, évidemment tout ça se tient en principe, mais c'est quand même des éléments qui sont divers. Après, pour ce qui est des régimes qui se sont réclamés du nom et de l'œuvre de Marx, il est tout à fait clair qu'en Union soviétique et dans la plupart de ces régimes, il y a une dimension de productivisme tout à fait évidente. À mon avis, la question intéressante, qui serait peut-être un élément de débat entre nous, c'est de savoir si c'est le même type de productivisme que le productivisme capitaliste. Moi, je défendrais l'idée selon laquelle il y a au moins deux types de productivisme. D'une part, le productivisme capitaliste, qui est celui du marché, qui est un productivisme aveugle, qui résulte de la concurrence entre capitaux, comme dirait Marx. Donc celui qu'on connaît. C'est celui qu'on connaît aujourd'hui dans le capitalisme depuis qu'il existe. Et il y a un productivisme qui est plus volontariste, que je qualifierais plutôt de politique, je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait te convenir, et qui consiste dans la stratégie de rattrapage et d'industrialisation forcenée qui a été mise en œuvre en Union soviétique et dans les pays alentours, à partir, disons, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, depuis les années 30, il faudra discuter de la périodisation. C'est deux cas de productivisme, mais c'est des productivismes dont le mécanisme sous-jacent n'est pas le même. Dans un cas, il y a un mécanisme aveugle qui est celui de la concurrence et du marché. De l'autre côté Union soviétique, il y a une forme de volontarisme politique qui consiste, pour une nomenclatura, à essayer de rattraper les pays capitalistes par l'entremise de politiques d'industrialisation. À les rattraper ultra-volontaristes, quoi. Dans une compétition internationale. Dans une compétition internationale, mais aussi pour des raisons internes de stabilisation des régimes et de développement industriel. Vous seriez d'accord avec ça, Fabrice Lippot ? Cette distinction, est-ce qu'elle vous apparaît pertinente et utile ? Oui, enfin, pourquoi pas, mais après, ça ne résout pas le problème de que fait-on de Marx. Et bon, moi la question que je me pose, c'est alors qu'il y a tout un tas d'auteurs qui sont repris du côté écologiste ou dans d'autres mouvements, pourquoi faut-il chercher absolument dans Marx ce que Marx n'a pas été le meilleur pour théoriser tel ou tel aspect. Marx est intéressant sur tout un tas d'aspects. Comme disent un certain nombre d'écologistes, la critique marxiste du capitalisme est très bien, mais elle n'est pas suffisante pour les défis de notre temps. Justement, si on revient à la crise écologique aujourd'hui, il y a un certain nombre d'enjeux, et notamment d'enjeux stratégiques, c'est-à-dire en termes de transformation de la société,
sur lesquels on a beau lire Marx, on a beau lire Liebig, on n'a pas beaucoup de billes en fait pour penser le changement social. Et donc voilà, moi je plaide plutôt pour garder, disons, l'esprit marxiste, l'esprit de Marx, qui n'était pas de fétichiser un auteur, évidemment, mais d'avoir, disons, plutôt de construire une pensée à la fois stratégique et politique à partir des conditions concrètes. Et là, il faut reconnaître que vu le peu qu'on a de Marx, autant s'intéresser à toute une ribambelle d'autres auteurs qui nous proposent d'autres facettes et qui nous permettent justement de comprendre aussi pourquoi cette expression de productivisme, pourquoi, voilà. Moi, ce qui me paraît très significatif aussi, hein, enfin, il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait dire, mais ce qui me paraît très significatif, c'est qu'on est plutôt dans une période, je dirais, post-marxiste. C'est-à-dire que l'intérêt pour la Chloé Mouffe, notamment, cette histoire des signifiants vides, des signifiants flottants. La Chloé Mouffe, c'est ceux qui théorisent le populisme. Voilà. Le populisme de gauche. Et voilà, exactement. Donc, eux partent de l'idée que finalement, il n'y a pas un grand intégrateur et qu'il y a un certain opportunisme à avoir sur les concepts, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation de pluralisme des mouvements sociaux, et donc la difficulté, c'est comment construire l'unité à partir de tout ça. Moi, ce que j'observe depuis, sur l'histoire de l'écologie politique, c'est que ceux qui pensent pouvoir ramener les autres à leur paradigme, ça fait longtemps qu'ils essayent, ils continuent d'essayer. Et comme je suis quand même assez sartrien dans le fond, c'est-à-dire que je m'intéresse aux séries, aux répétitions de situations identiques où les gens continuent de répéter les mêmes arguments et ça change rien, je me dis à un moment, il faut peut-être déplacer le débat et se dire, il faut le voir autrement, ce débat-là. Et les écolos, pour une grande partie d'entre eux, ne vont pas devenir marxistes au sens où ils vont trouver leur paradigme dans Marx. Une minorité d'entre eux s'y intéresse. Et pour des raisons qui sont tout à fait pratiques, c'est-à-dire que quand on est dans la lutte écologiste, que ce soit sur les ZAD, que ce soit, toute forme de lutte écologiste, disons révolutionnaire, réformiste, dans le paradigme marxiste permettait de penser la lutte des classes dans toutes ses dimensions, me semble-t-il. L'écologisme s'appuie sur d'autres auteurs et que ces auteurs devraient être aussi mis en avant. Voilà, c'est plutôt ça ma position. Je vous coupe pour une question, encore une fois, qui s'adresse à tous les deux. Est-ce que le besoin de certains auteurs n'est pas simplement de sauver le marxisme en essayant de dire regardez, il y a aussi une écologie possible à partir du marxisme, mais est-ce que ça n'est pas aussi une réaction contre peut-être une écologie politique dominante qui, elle, a perdu en radicalité, a oublié aussi une forme d'anticapitalisme, puisque au fond, quand Marx propose de dépasser le capitalisme, de sortir de la centralité de l'exigence du profit, quand il dit qu'il faut mettre ce qu'il appelle les valeurs d'usage comme premier critère par rapport aux valeurs d'échange, c'est-à-dire le prix que ça coûte, etc. Quand il dit ça, est-ce qu'au fond, il n'aide pas les écologistes à avoir une critique beaucoup plus profonde oui, mais les écolos vont dire la même chose. De la société. Non, mais je crois que tu as prononcé le terme qui est capitalisme. C'est ça le terme fondamental. La crise environnementale dans laquelle on se trouve est une crise qui est multidimensionnelle et dont beaucoup de gens, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, s'accordent à dire que la principale cause, c'est le capitalisme industriel. Je pense que jusque-là, on peut être d'accord. À partir de là, il faut se demander qu'est-ce que c'est que ce capitalisme industriel et comment on en vient, à partir du capitalisme industriel, à la crise environnementale. Autrement dit, il faut une théorie du capitalisme. Le marxisme, c'est une théorie du capitalisme. Il en existe d'autres. Des théories weberiennes, par exemple, des théories institutionnalistes, des théories néoclassiques. Il y a toute une galerie de théories du capitalisme possibles. Mais mon opinion, et c'est pour ça que je suis marxiste, c'est que l'œuvre de Marx, le marxisme, sont partie prenante de toute théorisation intéressante du système capitaliste à l'époque de Marx et aujourd'hui, y compris d'ailleurs aujourd'hui le capitalisme dit financiarisé. Donc fondamentalement, ce que vous procure Marx, c'est pas tellement une écologie politique avec toutes les dimensions stratégiques que tu as à juste titre évoquées. Ce que Marx nous procure et ce qui est très utile avec Marx, à mon avis incontournable, c'est une théorie générale du capitalisme qui explique par l'entremise de concepts comme la valeur d'usage, valeur d'échange, le concept de lutte des classes, d'impérialisme, de fétichisme de la marchandise, qui explique clairement comment, à partir du capitalisme, on en arrive progressivement à la crise environnementale. Et les écrits de Marx, à partir de Liebig, sur la question du métabolisme, la rupture du métabolisme entre la société et la nature, sont une illustration de ce fait. Donc moi, en fait, ce qui m'intéresse fondamentalement en discutant de Marx, c'est pas tellement de discuter de la lettre de ce qu'écrit Marx, parce qu'on peut évidemment avoir des interprétations divergentes, mais ce qui est intéressant, c'est mettre à contribution Marx et le marxisme, et d'autres auteurs, bien sûr. Il faut lire Max Weber, par exemple, ou d'autres auteurs, pour développer une théorie du capitalisme qui nous explique comment, à partir de la logique du capitalisme industriel,
On en vient à la situation présente, qui est la situation de la crise environnementale sous toutes ses dimensions, et qui menace, en un sens, l'existence même des sociétés. Fabrice Fou, je vais vous laisser répondre sur ce point-là, puisque Razmik Kocharian vient de justifier de façon beaucoup plus brillante ma question, qui était au fond que le marxisme offre une critique du capitalisme qui est peut-être indispensable pour avoir une écologie conséquente jusqu'au bout. Pas la seule critique, une critique parmi d'autres, une critique centrale, mais qui demande à être complétée par d'autres. Voilà, le problème, c'est conséquente jusqu'au bout, et voilà, avec la critique du capitalisme, on aurait tout. Mais moi, je pense que non, je suis désolé, mais pour 2 raisons au moins. La première raison, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de capitalisme dans Marx, sachant que les anticapitalistes, pour les écolos, ont surtout fait du capitalisme. Non, il faut prendre au sérieux un moment cette question. Tu parles de quels anticapitalistes? Les systèmes. Dans l'Union soviétique? Oui, les systèmes socialistes. Okay. Non, massivement. Il ne faut pas que tu me rendes responsable de l'Union soviétique, parce que là, on aura un problème. Non. Je ne prends pas à parti toi. Okay. Non, pas moi, ni beaucoup de gens. Ça n'a pas d'intérêt. Mouvements sociaux, etc. Ça n'a pas d'intérêt. L'Union soviétique, c'est évidemment. Non, mais je veux dire, il y a une théorie dont l'interprétation principale a mené au capitalisme puissance 1000, c'est-à-dire le socialisme se vantait de faire plus de productivisme, d'être plus efficace dans l'allocation des ressources. C'est l'argument que Schumpeter reprenait à son compte en disant « nous allons tous être socialistes parce que fondamentalement, le socialisme est plus productif et plus efficace sur le plan de la production ». Donc si on ne... moi, je trouve quand même assez curieux qu'une théorie qui a fait fondamentalement, pendant 150 ans, mené au capitalisme et non pas au socialisme, soit vue comme la théorie qui permet de savoir ce que c'est que le capitalisme. Mais je ne crois pas. Voilà, les choses sont très claires. Je ne crois pas. Ça, c'est le premier point. En tout cas, qui permet de définir quel est le problème. Je ne crois pas. Voilà, ça ne suffit pas. Le deuxième point, c'est il n'y a pas que ça qui a merdé dans le marxisme. Je ne sais plus comment était la formule, mais voilà. Effectivement, là, j'étais dans un jury de thèse sur le régime vietnamien, qui est un régime communiste. Et ce qui me frappe depuis très longtemps, et ce que Bakounine reprochait aux marxistes, déjà... Bakounine, c'est un contemporain de Marx, qui est une branche plus anarchiste, libertaire. Voilà. C'est la très grande facilité. Alors, non seulement le marxisme a des points aveugles graves sur ce que c'est que le capitalisme, mais en plus sur la démocratie. Et ce qui me frappe, c'est la facilité avec laquelle, l'analyse marxiste, dans un grand nombre de pays, a été incapable de maintenir la démocratie. Et pour moi, c'est quand même un problème. Donc quand on pense l'alternative, je pense que les écolos sont très sensibles à ça. Quand on pense l'alternative, c'est-à-dire le au-delà du capitalisme, c'est-à-dire si on ne sait pas exactement ce que c'est, et si on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire à la place, je ne suis pas sûr du tout que ça soit la critique qui va jusqu'au bout, etc. Non. Voilà. À un moment, je pense qu'il faut bien entendre ces critiques-là, parce que sinon, encore une fois, on est dans la répétition de « ah oui, mais ça, c'est la critique ». On est dans la répétition, c'est-à-dire on ne pense pas ce qu'on dit. On ne réfléchit pas à ce qu'on dit. On répète. Alors, Razmik Kocharian. Moi, je ne crois pas qu'on soit dans la répétition. Il y a une série d'aspects polémiques que tu as évoqués. On ne va pas en faire le tour, mais je pense qu'il faut dire des choses en positif. On n'est pas dans la répétition pour la raison suivante, notamment. C'est que depuis les années 70-80 a émergé un groupe de chercheurs marxistes qui est ce qu'on appelle le marxisme écologique. Alors en France, il y a des exemples, Michael Lovy par exemple, Daniel Tanuro, des gens excellents vraiment que je vous invite à lire parce qu'on comprend vraiment le monde dans lequel on se trouve en lisant ces gens-là. John Bellamy Foster qu'on a déjà évoqué, James O'Connor. Bref, il y a toute une série de chercheurs qui se réclament du marxisme, d'un marxisme vivant, d'un marxisme qui se développe, qui continue à réfléchir, et qui fait le lien avec des auteurs qui sont extérieurs à la tradition marxiste. En fait, le marxisme a toujours été bon dans les moments où il est entré en dialogue avec des auteurs extérieurs à la tradition marxiste. Alors je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'écologie politique et qui vous fera plaisir. On comprend rien à Gramsci, par exemple, à Antonio Gramsci, si on ne voit pas que Gramsci dialogue non seulement avec Marx et avec Lénine, mais qu'il dialogue aussi avec Benedetto Croce, qui est le grand intellectuel libéral italien de son temps. Toutes les grandes œuvres marxistes, d'ailleurs celles de Marx elle-même, commencent dans un dialogue à la fois interne à la tradition marxiste et également avec des éléments qui sont externes. Ce qui se passe avec le marxisme écologique, c'est exactement ça. Des gens comme Daniel Tanuro, John Bellamy Foster, Michael Lovy, etc., entretiennent à la fois un dialogue qui est interne aux marxistes, avec des auteurs passés ou présents, mais dialoguent également avec des secteurs de l'écologie politique qui sont extérieurs au marxisme. Et en ceci, ils reproduisent un mécanisme dialogique, y compris avec des aspects polémiques, pourquoi pas, mais la polémique c'est toujours utile, qui est le mécanisme qui a permis au marxisme de prospérer pendant de nombreuses années. Je veux dire, je serais d'accord avec certains éléments que tu as mis en évidence, Fabrice, mais l'idée de dire que le marxisme se réduit à ce qui s'est passé en Union soviétique,
D'abord, tu m'accorderas que c'est assez simpliste. Et puis d'autre part, c'est vraiment une critique de droite du marxisme. Je suis désolé de te le dire. C'est ce que disent les intellectuels anti-totalitaires de droite. L'idée que le goulag était déjà dans Marx, si tu veux, c'est pas exactement ce que tu as dit. Pas exactement. Mais tu as dit d'une certaine manière que le destin de l'œuvre de Marx est contenu dans ce qui s'est passé en Union soviétique. Je crois vraiment pas. Non, j'ai dit Je crois que c'est vraiment un problème de dire ça. Non, j'ai dit qu'elle a peu résisté. Qu'elle a peu résisté où? C'est-à-dire que même en Union soviétique, il y a tout un marxisme vivant, on pourrait en parler. Hein. Non, mais encore une fois, je suis d'accord. Évidemment, qui a fait l'objet de toutes sortes de répressions. Oui. Je ne nie pas l'aspect répressif. Oui, mais il y a quand même un certain nombre de... Quand on consulte les textes soviétiques, hein, j'en ai lu une partie, quand on regarde ce qui est écrit, on voit quand même que tout le vocabulaire, toute l'analyse est maintenue, et malgré ça, on est dans une société qui est une société, on va dire, pas vraiment émancipée. Et donc, il y a quelque chose qui échappe au marxisme, et y compris au marxisme vivant. J'imagine que tu penses à Trotsky ou des personnes comme ça. Oui, que je connais aussi. Et il y a un certain nombre de points qui leur échappent. Moi, je crois profondément. Et c'est pas pour rien que le marxisme est une théorie de tout et qu'ils ont raison. C'est pas. Oui, mais justement, il faut le prendre au sérieux. Et c'est pas pour rien que l'histoire se répète un peu trop souvent. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a des marxismes vivants, mais à chaque fois, il y a un marxisme, enfin à chaque fois ou presque, il y a un marxisme qui ne voit pas un certain nombre de points. Et je reviens, moi, je serais plutôt sur je me sens assez proche de Michael Lowy notamment. Bon, c'est très bien, on est d'accord. Non, enfin peut-être pas. Et donc plus proche disons, d'une lecture un peu libertaire de Marx, hein, plus qu'une lecture, disons, je dirais économiciste ou que je pense qui a des dangers relativement importants. Mais tu reconnais que c'est du marxisme quand même. Michael Lowy, si tu lui disais qu'il n'est pas marxiste, je pense que oui, alors ça aussi, c'est un problème de savoir qui se dit marxiste et qui a le monopole du marxisme et le côté polémique, c'est aussi de dire que quand une critique est reprise à droite, c'est une critique de droite, comme si on pouvait pas avoir une critique de l'intérieur du marxisme sans que, enfin, et que ça mène aussitôt à l'extrême opposé de l'échiquier. Voilà. Donc, excuse. Non, mais je pense qu'en termes d'alternative, c'est enfin pour moi le sujet il est tout à fait sérieux, c'est-à-dire c'est pas simplement lire des textes, c'est pas simplement regarder l'Union soviétique, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant qui ne mène pas à ce qu'on a déjà vu, hein. Ce que je disais aussi, c'est que l'écologisme il vient après le marxisme, et donc du coup je pense aussi, puisque moi je viens plutôt de cette branche-là, je pense aussi qu'il y a une espèce de une espèce de, disons, de prudence par rapport à des usages du marxisme, et qui, certes, n'ont pas été les bons, qui, certes, il y avait des oppositions, qui, certes, j'entends tout ce que tu dis, mais au final, a mal résisté. Et ça, c'est quand même un problème fondamental. Alors, peut-être, je pense qu'on a bien compris les clés du débat sur les derniers points que vous venez d'évoquer. Moi, j'aimerais repartir d'un fait que vous avez souligné tout à l'heure, sur cette affaire d'abondance, et d'une abondance qui pouvait non pas être l'abondance quantitative de tous les biens et services qu'on pouvait avoir à disposition, mais qui pouvait être retraduite comme une façon de s'auto-limiter et surtout d'examiner quels sont nos véritables besoins, ceux auxquels on doit répondre dans le respect des grands équilibres écologiques. Voilà. Est-ce qu'il y a, alors peut-être pas chez Marx lui-même, mais en tout cas dans ceux qui ont essayé de réfléchir à partir de Marx, est-ce qu'il y a des réponses intéressantes là-dessus, sur cette question des besoins, de l'aliénation qu'il y a parfois à certains besoins, la difficulté à faire le tri entre ceux qui sont essentiels, ceux qui ne le sont pas. Oui, l'aliénation chez Marx, une manière de la définir, c'est de dire que le capitalisme produit en permanence des besoins artificiels qui donc aliènent, qui donc fétichisent, qui réifient, et que la critique marxienne, notamment du jeune Marx du capitalisme, consiste à opposer à ces besoins artificiellement créés par le capitalisme des besoins authentiques. Alors reste à savoir évidemment ce que c'est que des besoins authentiques. Mais ça, c'est un point important. C'est la définition de l'aliénation chez Marx, en tout cas l'une des définitions, renvoie explicitement, le terme existe chez Marx, à une théorie des besoins, fondamentalement. Je vous invite à lire à ce propos un livre de la grande marxiste hongroise dissidente qui s'appelle Agnès Heller, un livre qui s'intitule La théorie des besoins chez Marx, et qui est en gros un livre contemporain des élaborations d'André Gortz sur la question des besoins. Donc très clairement, chez Marx, il y a un concept de besoin qui permet de réfléchir à la dimension d'autolimitation
de la production, qui est l'une des caractéristiques du communisme de son point de vue. Les besoins pour Marx, d'une part, ils sont définis historiquement. Il y a des besoins vitaux qui sont en quelque sorte transhistoriques, mais il y a aussi des besoins qualitatifs qui adviennent périodiquement dans l'histoire. Et puis d'autre part, pour Marx, les besoins sont toujours l'objet de lutte sociale. C'est ça qui est intéressant. C'est que les besoins font l'objet de lutte pour leur advenu, pour leur réalisation. Ce que dit Marx, c'est que le capitalisme promet beaucoup de choses, mais qu'il ne tient pas ses promesses. Or, pour lui faire tenir ses promesses, par exemple en termes d'émancipation, d'autonomie, de créativité, eh bien, les mouvements sociaux, le mouvement ouvrier, mais plus généralement, d'autres types de mouvements sociaux, s'emparent de cette fausse promesse qui est faite par le capitalisme en termes de bien-être, et par l'entremise des luttes qui sont menées, cherchent à faire advenir des besoins qualitatifs toujours nouveaux. Ça, c'est une théorie qu'on trouve chez Marx, qui est réélaborée dans les années 60-70 par des gens comme Henri Lefebvre, dans sa critique de la vie quotidienne, par Agnès Heller que j'évoquais, par André Gortz. Donc vous voyez que le marxisme évolue, quoi. Le marxisme évolue, et les questions qui sont posées aux marxistes par chaque conjoncture politique, à chaque époque, font l'objet de relectures novatrices de l'œuvre de Marx, et en l'occurrence pour ce qui concerne la question des besoins. Fabrice Lupeau, sur cette question. Oui, bon, là, je pense que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de poser finalement des questions à Marx qui ne sont pas vraiment, enfin, moi, ça reste ma position, hein, même. Alors, j'ai pas lu le bouquin d'Agnès Heller, mais j'ai lu le Jeune Marx, enfin, à peu près tout ce que Marx a écrit. C'est pas, pour moi, c'est pas tellement ce qui ressort. Bon, en plus, je pense que après, c'est les mouvements sociaux. Qu'est-ce que font les mouvements sociaux ? Et autant ils pouvaient être, compréhensibles au XIXe siècle, puisque les ouvriers étaient dans un état de paupérisme extrêmement important, que la production était une production essentiellement pour la bourgeoisie et pas tellement pour les ouvriers, autant il était assez facile d'avoir cette vision-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les forces productives se seraient développées jusqu'à un point que Marx ne précise pas, mais un point, disons, suffisant, on peut tirer cette idée-là, un point suffisant, les besoins pourraient être satisfaits, autant aujourd'hui, hein, et c'est tout le drame de Gortz d'une certaine manière, hein, autant aujourd'hui, qui défend une limitation des besoins ? Gortz a attendu le mouvement ouvrier avec Bruno Trentin, donc c'est un syndicaliste italien qui donc a essayé d'intégrer la critique des besoins dans le mouvement syndical. Bon, Gortz a fini par abandonner, hein, c'est parce que le mouvement ouvrier ou salarié, plus aujourd'hui, puisque bon, il y a 25% d'ouvriers, 50% si on compte les employés, c'est pas la revendication. Alors ceci dit, je suis pas en train de dire voilà les ouvriers sont mais c'est quoi la réalité aujourd'hui, hein, c'est dans le bouquin Écologie combien de divisions avec Christian Pichowski qui est un ancien responsable de la CGT. Sa vision, clairement, c'est une vision d'accès à un certain mode de vie, effectivement, à un certain niveau de consommation, et c'est bien, et c'est la caractéristique aussi de la lecture de Marx classique, c'est-à-dire avoir accès aux produits qu'on a produits soi-même parce qu'on est ouvrier, c'est nous qui les avons faits, c'est la juste contrepartie. Voilà, c'est quand même ça qui domine, et du coup, toute la critique des besoins, elle est plutôt reprise par d'autres mouvements que le mouvement ouvrier, en pratique, en acte. Et encore une fois, je ne suis pas dans une position moraliste. Je constate sociologiquement que la critique ne vient pas de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait à la fin ? Bon, moi j'aurais tendance à dire, il faut intégrer d'autres éléments théoriques que ce que Marx a mis en avant. Même je pense que Marx est très bon pour l'exploitation du travail, mais n'est pas très bon pour les autres luttes. Ni trop le féminisme, encore c'est pas trop mauvais, ni trop l'écologisme, ni le postcolonialisme, ni voilà. Voilà, ça serait plutôt ma position. Hein. Je sais pas si c'est... Christian, je vous laisse réagir. Puis... Non, mais sur l'aspect critique des besoins, il est tout à fait clair que cette dimension de critique qualitative du capitalisme, aujourd'hui, ne se retrouve pas dans, disons, le mouvement ouvrier constitué tel qu'on le voit se développer, etc. C'est aussi, sans doute, dû au fait que le mouvement ouvrier est en recul, est battu sur toute une série de revendications, évidemment, et que les situations dans lesquelles on est en recul sont peut-être pas les meilleures pour... réinsuffler, réintroduire des nouvelles thématiques ou d'anciennes qui ont été passées sous silence. C'est surtout une question de site de lutte. C'est-à-dire le site du lieu de production n'est pas un bon site pour lutter contre l'orientation. Ça, c'est un élément de débat intéressant, mais à mon avis, une critique qualitative de la marchandise,
c'est-à-dire de ce qui est produit dans les usines que tu viens d'évoquer, est quelque chose qui a été fait lors d'épisodes passés de l'histoire du mouvement ouvrier. Ça existe, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut tout cantonner, je termine, je dis pas qu'il faut tout cantonner à l'usine et au lieu de travail, loin de là. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une diversification des sites de lutte, aucun doute là-dessus, et cette critique qualitative, elle doit se faire aussi bien sur le lieu de travail que dans la vie quotidienne, la plus ordinaire, dans les quartiers, mais aussi dans les ZAD, etc. Sur ça, on n'a aucun élément de divergence. Je veux dire, les marxistes ne sont pas obsédés par le fait qu'il faut absolument que ça se passe sur le lieu de travail. Comme tu sais, dans la tradition marxiste elle-même, il y a des points de vue les plus divers sur cette question-là. Bon. Donc la critique qualitative, c'est quelque chose qui doit se faire, qui peut se faire ailleurs que sur le lieu de travail, et qui doit effectivement être mis au centre de l'agenda du mouvement ouvrier et d'autres mouvements actuels, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Sur ça, en tout cas, on est d'accord. Je vous remercie tous les deux pour ce débat qui aura sans doute permis d'éclairer beaucoup de ceux qui nous regardent, et je vous propose donc de vous pencher sur toute la série qu'on publie à propos de Marx aujourd'hui dans Mediapart.